Bonjour à tous nos abonnés, votre fidélité a payé. Aujourd'hui, on a un cadeau exceptionnel pour vous. On a l'honneur de recevoir Mohamed Lamine Sissoko, dit Momo Sissoko. Sa carrière, elle est connue de tous. Son amour pour le Mali aussi. Bonjour Momo. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Comme on le dit chez les Sonidés, Amoro. Ça va, Santa. Les Monou. Ça va, Santa. Kadunko. Ça va. Ah ouais, il est bon. Il est bon. Merci infiniment Momo d'être venu chez nous sur RP Media pour parler de toi. Et on va parler un tout petit peu de foot, on va plus parler de l'homme. Parce qu'en général, quand les footballeurs africains sont invités sur les plateaux de télé, des grandes chaînes, on parle plus de l'aspect sportif ou de ce qui ne va pas. Et là, on va s'intéresser à l'homme. Comment tu vas? Ça va très bien. C'est un plaisir pour moi de faire partie de ton émission. On te suit beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et je dois dire aux spectateurs que quand je t'ai contacté pour faire quelque chose avec toi, malgré l'immensité qui a été ta carrière, ça ne pose aucun problème. Tu as été disponible tout de suite. Donc au nom de tous nos abonnés, je tiens à te remercier pour cette simplicité-là. Et aussi pour ta disponibilité aujourd'hui parce que l'interview démarre avec beaucoup de retard. Tu es resté là, on t'a pas vu t'énerver ou jouer au caisse. Donc merci Momo. Moi je voulais savoir, toi à quel âge, à quel moment tu t'es dit, je vais jouer au foot, je vais jouer comme ça? Bah, clairement, au début, c'était pas prévu. Après, c'est vrai que j'avais une passion pour le football qui était des petits, qui était énorme. Je voulais vraiment devenir footballeur professionnel parce que voilà, c'était une chose que tous les jeunes de mon âge voulaient faire à l'époque. Maintenant, par la grâce de Dieu, j'ai réussi à le faire et je suis plutôt satisfait. Mais à quel âge tes parents ont remarqué que Momo, son truc, ça va être le foot? Bah, au début, ils ne prenaient pas trop ça au sérieux parce que voilà, je prenais mon ballon, j'allais jouer en bas de mon quartier comme ça. Et au fur et à mesure du temps, avec les échos qu'ils entendaient me concernant quand je jouais avec les grands de mon quartier, ils entendaient que j'étais assez doué pour le foot. Et après, quand ils ont vraiment réalisé, c'est quand je suis parti faire un match amical contre la Auxerre. Et que Giroud a contacté mes parents, c'est vraiment là qu'ils ont compris que c'était vraiment sérieux. Donc Giroud, c'est un élément important dans... Mais avant ça, c'est quand la première fois que ton père est venu regarder un match de foot de Momo? Bah, la première fois, c'est vrai que mon père il connaissait pas trop le football. Après, c'est vrai que ma mère a été toujours là derrière moi. C'est vrai que quand il fallait se déplacer, se lever le matin, Dans le COP. elle venait souvent me donner de la force. Et c'est vrai que quand elle m'accompagnait aussi, quand j'étais en vélo aussi, elle m'accompagnait constamment. Donc pour moi, c'était mes parents étaient des éléments vraiment bons pour moi pour la suite de ma carrière. Et tes frères aussi jouent au foot, je crois que tu as deux frères qui jouent au foot. Exactement. D'ailleurs, il y a Abdou qui vient de remporter, je crois que c'est la coupe de Turquie. Tu étais au stade pour le soutenir. Ouais. Et tout ça, qu'est-ce que ça fait à la famille quand papa sait que Mohamed a joué à Liverpool, à la Juve, et qu'a porté le brassard du PSG, etc. Qu'est-ce que ça fait à ton père et à ta mère quand... Je pense que pour eux, c'est une énorme fierté de voir leurs enfants avoir réussi dans un domaine qui est le football. C'est une fierté, ça peut être qu'une fierté. Après, c'est vrai que nous, en tant qu'enfants, on essaye de redonner à nos parents tous les sacrifices qu'ils ont pu faire pour nous. Donc voilà, pour nous, on est vraiment contents. Et le fait d'aller voir mon petit frère hier au stade gagner une coupe importante qui est la Coupe de Turquie, pour moi en tant que grand frère, c'est vraiment une fierté parce que c'est vrai que c'est moi qui les a, lui et Ibrahim, qui les a poussés à se donner les moyens de devenir aussi eux footballeurs professionnels. Donc pour moi c'est une énorme fierté. Mais est-ce que tes frères ils souffrent pas quelque part de l'image que toi tu as? Parce que chaque fois qu'ils vont arriver dans un club, on va dire d'abord le frère de Momo Sissoko avant de dire Abdou ou autre chose. Est-ce que vous en parlez des fois? Non, on en parle assez souvent, mais je pense pas qu'ils en souffrent. Justement, ils sont vraiment contents. C'est vrai que ça peut faciliter certains trucs, mais ils n'en souffrent pas. Au quotidien, ils n'en souffrent pas et justement, ils sont vraiment fiers d'avoir un frère comme moi. Est-ce que tu as déjà surpris papa Sissoko en train de dire oui, Mohamed, c'est mon fils, Abdou, c'est mon fils? Non, jamais. Dans notre famille, on est vraiment très très humble. On a été éduqués comme ça, toujours en étant humble, en étant respectueux des gens.
et on ne joue pas de nos statuts pour pouvoir montrer aux gens qu'on est plus haut qu'eux ou plus bas qu'eux. On essaie juste de rester simple et respectueux des gens. Et justement, toi, quand tu étais à Auxerre, quand on a commencé à te découvrir, tu étais à Auxerre, déjà on va parler un peu de Auxerre, comment s'est passé là-bas, tu as passé combien de temps là-bas et comment ça s'est passé ton séjour à Auxerre? Bah, très bien, très bien. C'est vrai que j'étais Giroud au premier jour où je suis arrivé à la Auxerre. Il m'a pris sous son aile. Pour moi, mon père lui a confié le fait que je serais son fils. Donc voilà, il m'a très bien traité. Il m'a toujours protégé. Et c'est vrai que ma progression à Auxerre a été énorme. Et je serai toujours reconnaissant pour la Auxerre parce que c'était un des clubs qui m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. Mais je crois que tu n'avais pas atteint le niveau des A, c'est que je jouais avec les Djibril Cissé, Boulson, tout ça. Et il y a le FC Valence qui est venu, qui a dit on veut Momo Sissoko, sans réfléchir, t'es parti. Moi, si j'ai eu un bon moment de réflexion, parce que c'est vrai que j'avais énormément de clubs en étant jeune qui souhaitaient m'avoir, comme Arsenal, comme d'autres clubs. Donc maintenant, pour moi, c'était un choix difficile. Parce que voilà, partir à 17 ans à l'étranger, en Espagne, loin de la famille, c'est jamais évident. Au début, j'étais chaud pour aller à Valence. Après, c'est vrai que je me suis rétracté. Le directeur sportif de Valencia à l'époque m'a convaincu, moi et mes parents, que pour moi c'était le meilleur choix que je devais faire. Après une longue réflexion, j'ai décidé de rejoindre le FC Valence et ça a payé. Mais dans les médias, j'ai lu un peu que c'était trop tôt, il est parti trop tôt. Je crois que tu faisais partie des premiers à faire ce saut-là, entre guillemets, dans l'inconnu. Comment tu as perçu ça? Que les gens disent que tu es parti trop tôt. C'est vrai que quand tu pars tôt et que tu réussis pas, on peut se poser la question de savoir pourquoi il est parti tôt, aussi tôt, pourquoi il n'a pas fait son ascension en France, etc. Mais dans mon cas personnel, je suis parti. À 17 ans, je fais le triplé, le championnat, UEFA et Supercoupe. Donc pour moi, c'était plus que bénéfique. L'histoire t'a donné raison. Exactement. Et justement, je crois que la finale, c'était contre l'OM. Contre Marseille. Ça fait quoi de jouer, parce que tu en connaîtras d'autres, ça fait quoi de jouer à 17 ans, 18 ans, la finale de l'UEFA, champion d'Espagne, en ayant la confiance du coach Rafael Benitez? C'est une expérience formidable pour moi. C'était des choses que, en tant que footballeur, quand tu vis ce genre d'événement, après ta carrière, tu te dis ah ouais, quand même, je l'ai fait et c'est vrai que j'ai travaillé pour ça. Et pour moi, c'est une énorme fierté pour moi et ma famille d'avoir justement rejoint le FC Valence et d'avoir gagné tous ces titres-là. Et pour moi, c'est une fierté. C'était en 2004, et en 2004, tu as brandi 3 fois le drapeau malien. Ouais. À l'époque, tu avais une coiffure bizarre. C'est ça. Là, on va montrer les photos aux spectateurs. On va faire un procès à ton coiffeur. En tout cas, 3 fois en 2004, tu as brandi le drapeau malien. Nous, ça nous a apporté beaucoup de fierté. Et toi, les drapeaux, est-ce qu'on te l'a conseillé? C'est venu naturellement? Non, c'est venu. Tout ce que je fais, ça vient naturellement. C'est moi et mon instinct. Pour moi, c'était une chose importante pour moi de le faire. Parce que voilà, je suis né en France, j'ai fait toutes mes classes en France. Mais j'ai énorme pour le Mali. Pour moi, le Mali, c'est d'où viennent mes parents. Pour moi, c'est un pays qui compte pour moi, qui a compté pour moi. C'est cette base-là qui fait que je suis Momo Sissoko. Donc, pour moi, c'était important de montrer à tout le monde entier que voilà, j'étais fier de mon choix d'avoir opté pour le Mali et que je me sentais véritablement malien. En tout cas, tu as apporté beaucoup de joie aux Maliens. Est-ce que tu as pu te rendre compte de l'amour que les Maliens avaient pour toi quand tu les rencontrais, soit en France, en Europe ou lors des matchs internationaux? Ouais, je peux le voir au quotidien. Je pense que le peuple malien me donne énormément d'amour, me respecte énormément. À chaque fois que je me déplace, les supporters maliens acclament mon nom. Pissancy, Momo Pissancy, me donne vraiment d'amour et pour moi ça fait chaud au cœur. Et voilà, j'espère que ça va continuer. Et justement en 2004 aussi, un jour je vois le journal de l'équipe, je vois Momo Sissoko du FC Valence a opté pour les Aigles du Mali. Waouh! On a Fred Kanouté,
on a Momo Sissoko, Seydou Keita, Mamadou Diarra Djila. Tout ça, c'est des monstres. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Et quand tu es parti, comment s'est fait ton intégration? Très bien, je pense que les anciens comme Djila, comme Seydou, Bassala Touré et d'autres m'ont très bien accueilli, m'ont facilité dans mon adaptation au sein de l'équipe. Et pour moi, c'était une chose importante d'avoir opté pour le Mali. C'est vrai que j'ai opté en étant jeune. J'avais un avenir pour l'équipe de France, mais après, au final, voilà, je me suis posé les bonnes questions. Et voilà, j'ai opté pour le Mali, un choix que je ne regrette pas. Mais justement, ce choix, que tu le dises ou pas, nous on pense, beaucoup de gens pensent que ça t'a fermé les portes. Malgré la carrière que tu as eue, ce choix, à un moment donné, s'il y a moyen de sanctionner, tu es sanctionné pour quand tu joues à FC Valence, tu joues à Liverpool, tu joues à la Juventus, tu as été formé ici et que tu ne joues pas pour l'équipe de France, est-ce que ça fait pas des aigris quelque part? Moi, je ne sais pas si on peut dire que ça fait des aigris, mais bon, moi, à titre personnel, c'était un choix vraiment purement réfléchi. Encore une fois, en étant jeune, j'ai fait toutes mes sélections en équipe de France en étant capitaine, en ayant énormément d'espoir pour pouvoir atteindre l'équipe A de l'équipe de France. Mais après, voilà, après réflexion, en ayant parlé avec ma mère, la première fois où j'ai mis les pieds au Mali, T'avais quel âge? j'avais 16 ans et demi. Et voilà, la première fois où j'ai mis les pieds au Mali, j'ai vu l'engouement qu'il y avait autour de moi, autour de ma famille. Pour moi, c'était un choix simple et naturel de choisir l'équipe nationale du Mali. Et justement, comme je l'ai dit, nous en tout cas, on pense que cette génération, elle était dorée, en tout cas au milieu de terrain. Je ne connaissais pas l'équivalent au monde. Je peux citer toutes les formations du monde, je n'ai pas vu l'équivalent. Un Djila monstrueux à Lyon, Seydou Keita, en plus en défense, il y avait Adama Koulibaly Police qui était là depuis longtemps. Il y avait tout. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Bon, en prenant du recul, je pense qu'on avait une équipe qui pouvait remporter plusieurs Coupes d'Afrique, parce que vraiment on avait une équipe vraiment costaud. On avait des joueurs talentueux, mais voilà, la finalité c'est qu'on n'a rien remporté. Et la finalité c'est que voilà, il y avait énormément de problèmes à l'époque, que ce soit au niveau des joueurs, que ce soit au niveau de la fédération. Il y avait des choses qui n'avaient pas lieu d'être. On est là pour en parler justement, parce que à un moment donné, si on ne met pas le doigt dessus, si on ne parle pas de ces problèmes-là, ces problèmes vont se répéter. Il faut que les gens sachent, le public, parce que le public se pose des questions. Ouais. Voilà. Quels étaient les problèmes par exemple au niveau des joueurs? Bah, c'est des choses simples, qui fait que voilà, dans le haut niveau, c'est les détails qui font la différence. Donc au bout d'un moment, quand voilà, tu dois voyager, ton billet n'arrive pas, un détail parmi tant d'autres, tu dois voyager pour jouer une compétition importante, un match de qualification pour la Coupe du Monde ou Coupe d'Afrique, et que ton billet d'avion n'arrive pas en temps et en heure, on doit te mettre sur un autre vol le lendemain. Déjà sur la préparation du match, c'est une chose qui est difficile pour l'entraîneur et pour nous les joueurs. Parce qu'avec le stress et tout ce qui va avec, c'est des choses qui n'ont pas lieu d'être. Maintenant voilà, c'est des petits détails comme je l'ai dit. Et voilà, j'espère que dans un avenir proche, les choses vont changer parce que voilà, la nouvelle génération qui arrive, c'est vraiment costaud et j'espère que en réglant tous ces petits détails-là, j'espère que le Mali va enfin remporter une Coupe d'Afrique parce que en fait, tu fais bien de le dire parce qu'il fut un moment au Mali, on arrivait à avoir des 11 entiers qui évoluaient en Europe, donc qui évoluent dans des structures professionnalisées. Là, tu parles de billets, en fait, tu parles d'intendance. Et tout était carré. Toi, tu arrives juste pour jouer au foot. Tu n'avais pas à penser à ton billet, au cadre, etc. Et il y avait un décalage quand tu arrivais au Mali. Est-ce qu'on peut dire qu'au Mali, on a mis des amateurs pour encadrer des footballeurs professionnels? Moi, je ne sais pas si je peux dire que c'est des amateurs, mais moi, à titre personnel, j'ai toujours été habitué à des gens vraiment compétents dans chaque domaine, que ce soit au niveau de l'intendant, que ce soit au niveau des docteurs, des entraîneurs, des kinés, du staff technique, c'est vraiment cuisine, etc. Cuisine, tout ça, c'est vraiment carré. Maintenant, voilà, il faut dire qu'entre le moment où je suis parti et à l'heure actuelle, il y a une nette amélioration. Et avec les échos que j'ai, c'est pas encore au point.
mais il y a une nette amélioration. Et j'espère vraiment que, voilà, voilà, les choses vont changer parce que voilà, on mérite d'être parmi les 3 meilleurs d'Afrique. Et voilà, j'espère que ça va le faire. Justement, en 2004, tu arrives à la CAN, je crois que c'était en Tunisie. En Tunisie, ouais. Tu marques le premier but du Mali Ouverture. sur une frappe. Et je vois ta manière de manifester. Qui tu veux taper qui? Pourquoi tu fais ça à chaque fois? Non, c'est toute la pression qui s'est faite autour de moi avant cette compétition. Voilà, c'était une manière pour moi de ressortir tout ce que j'avais au fond de moi. Et justement, on parle d'encadrement. Est-ce que toi, après ta carrière, tu voudrais rester dans le domaine footballistique? Qu'est-ce que tu vas faire après ta carrière? Moi j'ai encore beaucoup d'années à jouer, même si Inch'Allah, même si je ne suis pas jeune. Mais je suis en train de préparer petit à petit mon après-carrière. Et voilà, la seule chose que je sais faire, pour être honnête, c'est le football. J'ai toujours mangé football, vécu football, pensé football. Donc voilà, c'est un domaine pour moi qui sera important. Et ça serait une manière pour moi de rester toujours dans le domaine du football. Pourquoi pas être dans la présidence du Mali, présidence de la fédération de football, ou dans un autre domaine, mais toujours dans le football. Momo, il vous prévient, hein, ça l'intéresse la présidence de la fédération de football. Pour ceux qui ont peur, appelez les pompiers. Et justement, quel rapport aujourd'hui tu as avec les joueurs de l'équipe nationale que tu as eu à côtoyer? Toujours des relations saines, très respectueuses. C'est vrai que quand je vois des coéquipiers avec qui j'ai pu jouer en équipe nationale, c'est toujours un énorme plaisir de les voir, d'échanger et de parler de nos années en équipe nationale. Et justement, un de tes coéquipiers, Mamadi Traoré, qui est comme un frère, que nous côtoyons beaucoup. Et justement, il nous avait parlé, on est en train de tourner aussi un petit documentaire avec lui, qui nous a dit beaucoup de choses de l'équipe nationale, qui nous a parlé des joueurs qu'il a côtoyés, dont toi. Quel souvenir tu gardes de Mamadi par exemple? Moi, très bon souvenir. Je pense que Mamadi, ça a été un des joueurs qui m'a vraiment mis à l'aise quand je suis arrivé en équipe nationale. Donc pour moi, que du positif. C'est une très bonne personne et voilà, je souhaite le meilleur dans sa vie actuelle. Et donc, dans ta carrière, après l'Espagne, donc Valence, tu vas à Liverpool. Rafael Benitez, il t'emmène dans sa valise. Donc, on a compris qu'il y avait une très bonne relation entre vous. Aujourd'hui, quelle est cette relation-là? Très bonne relation. Je pense que Rafa, ça a été un élément important pour moi, pour ma progression en tant qu'homme et en tant que joueur de haut niveau. Donc pour moi, on a une très très bonne relation. Même si on ne s'appelle pas tous les jours, je pense que la pensée elle est là. Et de temps en temps, on s'envoie des messages pour moi le féliciter par rapport à des matchs importants qu'il a pu jouer ou vice versa pour moi lors de mes signatures. Donc quand tu quittes Valence, tu viens à Liverpool. Et on sait qu'autour des footballeurs, vous êtes très jeunes et il y a l'argent qui vous tombe dessus. Est-ce que ça change les relations? Est-ce que ça change la famille? Est-ce que ça change finalement le pouvoir que tu as sur les choses? Après ça dépend, je pense que ça dépend de toi et ton éducation. C'est vrai que quand tu es footballeur ou quand tu es une personne qui est dans un autre domaine qui est le football, qui gagne énormément d'argent, c'est vrai qu'il y a des gens qui tournent autour de toi, mais après il faut faire abstraction de tout ça. Oui, mais t'es jeune, t'as 19 ans. Ouais, c'est vrai que c'est jamais évident, de gérer ce genre de choses. Mais quand tu as un bon entourage, je pense que dans n'importe quel domaine, les amis qui vont t'entourer au quotidien, la famille, je pense que quand tu as tout ça réuni, tu peux que aller de l'avant et pas repartir en arrière, parce que je pense que c'est ces gens-là qui justement ils sont là en te donnant les vérités, quand il y a des choses qui vont pas bien, qui te remettent dans le bon chemin et qui te disent vraiment les vérités, et ça c'est une chose importante pour pouvoir évoluer. Mais toi, justement, concrètement, tu connais d'autres jeunes, il y a ton cas personnel. Est-ce qu'il y a des gens qui ont pu perdre la tête en voyant beaucoup de millions leur tomber sur la tête, beaucoup d'adultes? Parce que je répète encore, le footballeur, il est jeune par nature. Tu joues, même à 33 ans, tu restes jeune.
et les gens qui gravitent autour de toi, qui parlent d'argent, ils ont peut-être 50 ans, 60 ans. Est-ce qu'il y a des gens qui ont pu péter les plombs, des gens qui ont pu échouer leur carrière parce que justement, il y a cet afflux d'argent là qui est venu changer leur vie? Encore une fois, c'est jamais évident, c'est pas facile quand tu as une pression de ta famille, de tes amis, voilà, des gens extérieurs, c'est jamais évident pour un jeune joueur. Mais je pense qu'après, il faut faire abstraction, il faut s'entourer des bonnes personnes. Et après, à partir de là, voilà, tu fais abstraction de tout ça et tu avances. Est-ce que tu penses que les footballeurs africains, en tout cas les footballeurs même comme toi, né en France, grandi à Paris, qui ont opté pour les équipes nationales de leur pays d'origine, est-ce que ça change le cachet dans le foot? Pour être honnête, je pense que oui. Parce que je pense qu'au niveau du football actuel, le joueur africain n'est pas considéré comme le joueur européen. Au niveau des transferts, au niveau des contrats négociés, des contrats sponsoring. En tout cas, dans mon cas personnel, il y avait une différence entre quand je joue en équipe de France et quand je joue avec l'équipe nationale. C'était deux choses complètement différentes. Donc voilà, oui, je peux dire que c'est complètement différent. C'est pas la même chose, quoi. C'est pas la même chose. Mais comment il concrétise ça? Comment ton agent ou celui qui négocie en ton nom va justifier ça? Admettons, toi, Momo Sissoko, tu joues à l'époque à la Juve et un gars qui joue dans un club moins coté et tu te rends compte qu'au niveau des transferts, au niveau des contrats publicitaires, il est plus avantagé que toi. Comment ton agent justifie ça? Après, je sais pas si on peut parler d'agent, mais je pense que dans la visibilité... oui, même les médias. Dans la visibilité, clairement, quand tu es joueur européen, tu as plus de visibilité qu'un joueur africain. En tout cas en Europe. Et je ne sais pas si c'est normal ou pas normal, mais je pense que tu as plus de visibilité. Après, les petits détails, on va les épargner. Ok. Et en Coupe du Monde, on va dire le ballon rond, c'est 11 contre 11. Est-ce que les critères, l'avant, l'après, tout ça, est-ce que ça ne défavorise pas un peu les équipes africaines? Non, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on voit énormément de joueurs africains qui évoluent en Europe. Je pense que les équipes africaines aujourd'hui, ils ont leur mot à dire. Parce qu'on n'est pas plus nul que les joueurs européens. Maintenant, c'est au niveau du sérieux. Je pense que voilà, des équipes comme... il faut s'inspirer des équipes comme le Maroc, comme voilà, le Sénégal. Ce qu'ils ont fait, c'est énorme. Ils ont pris une équipe, ils ont continué avec elle, ils ont fait grandir ces joueurs-là. Et au final, c'est une qualification pour la Coupe du Monde qu'ils ont. Donc je pense que pour les équipes nationales, en l'occurrence le Mali, il faut s'inspirer de ces équipes nationales-là pour pouvoir évoluer. Mais le Mali, justement, tu en parles, le Mali au niveau cadet, au niveau junior. Je me rappelle, toi, tu avais joué même les JO. Les JO. Ça s'est terminé au tir au but malheureusement pour nous. Et en fait le Mali est bon là, il n'y a aucun problème. Et c'est des fois, c'est même pas des professionnels qui jouent. On a vu Adama Traoré de Monaco exploser à la Coupe du Monde, Ibn Bissouma, etc. Qu'est-ce qui fait que quand on arrive en A, on n'arrive pas à produire le même résultat? En même temps, c'est pas pareil. Je ne peux pas comparer, comment ça s'appelle, en étant cadet au haut niveau qui est l'équipe nationale A. Oui, mais quand tu joues en cadet, les Maliens cadets qui jouent contre le Cameroun, c'est les mêmes qui se retrouvent en grandissant en A face aux mêmes Camerounais. Justement, pourquoi il n'y a pas de continuité dans la performance? Après, je pense que c'est la longévité, je pense que c'est dans le sérieux, je pense que c'est dans le... Il y a beaucoup de facteurs qui font que c'est pas pareil, quoi. Mais après, justement, il faut travailler pour ça, pour justement faire en sorte que l'équipe nationale A soit performante comme les jeunes. Oui, mais elle ne l'est pas. Là, tu parles du Cameroun, du Maroc et tout, qui arrive à avoir des résultats, que ce soit au niveau des clubs, que ce soit au niveau de l'équipe nationale. Nous, on n'a jamais remporté de CAN. Pourtant, on a joué un certain nombre. Sans rentrer dans les détails, qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour améliorer les performances de l'équipe nationale du Mali? Prendre des gens compétents. Prendre des gens compétents, des gens qui connaissent énormément le football, des gens qui veulent venir
avec l'équipe nationale, que ce soit l'entraîneur, les kinés qui ont vraiment envie de travailler pour le Mali et de faire évoluer le Mali et de ne pas changer tous les 1 an ou tous les ans d'entraîneur ou de staff technique tout simplement. Mais on voit aussi que les choix portés sur les entraîneurs étrangers au Mali, c'est généralement des mercenaires entre guillemets. C'est le mot que moi je trouve. Les mecs, c'est vraiment pas les premiers choix en Europe. On va citer des noms, les Hervé Renard, c'est pas les premiers choix en Europe. L'ancien entraîneur du Mali, Alain Giresse, c'est pas les premiers. S'ils sont bons, ils ne quitteraient pas l'Europe. On a vu avec Mourinho, on ne peut pas le bouger. Et donc, est-ce que les Africains ne devraient pas arrêter aussi de prendre les seconds choix? Je pense que tu as donné un exemple là qui parle d'Hervé Renard. Hervé Renard, ce qu'il a fait en Afrique, on ne peut pas l'appeler de mercenaire. Il a gagné. Il a gagné avec la Zambie, il a gagné avec la Côte d'Ivoire. Ok, sauf qu'en Europe, c'est une exception. Ouais. J'ai fait exprès de citer Hervé Renard et Alain Giresse aussi qui a fait plusieurs pays. Pourtant, il y avait un entraîneur africain au Nigeria que tu as connu, à qui tu as même rendu hommage, Stéphane Keshi, qui était bon, mais il n'a pas la même cote. Il a une cote inférieure à celle des gars comme Alain Giresse qui n'ont rien gagné. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une dévaluation de nous-mêmes par nous-mêmes? Non, je suis d'accord avec toi. Mais après, il faut prendre des gens qui ont une certaine connaissance, certaines compétences. Ok, on peut aller prendre l'entraîneur de, je ne sais pas, c'est un exemple du Joliba ou d'autres clubs. Mais est-ce qu'ils ont véritablement les compétences pour pouvoir et les épaules solides pour pouvoir entraîner l'équipe nationale A? C'est ça la question. Momo Sissoko peut, Seydou Keita peut, Fred Kanouté. Par contre, il faut okay, on a été joueur de foot, on est joueur de foot, on connaît le football. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas les compétences. On n'a pas les compétences pour pouvoir aller entraîner l'équipe nationale. On peut apporter avec toute l'expérience qu'on a acquis. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'est pas prêt pour pouvoir entraîner l'équipe nationale du Mali. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont passé leur diplôme, et je peux en citer comme Vincent Doukansi, Soumaïla aussi, je crois. Soumaïla, ou d'autres que je connais que je vois qui font du bon boulot en Europe, comme Eric Schell. C'est des éléments qui ont les compétences, qui ont la double culture, qui peuvent aujourd'hui prendre l'équipe nationale du Mali. Et il faut faire en sorte de prendre ces joueurs-là parce qu'ils connaissent le Mali, ils connaissent la France et ils peuvent apporter quelque chose. Ou même, j'en cite un autre, Jimmy Traoré Jimmy qui a joué avec toi à Monaco. Et je pense que lui, il est en train de passer ses diplômes. Et c'est ces éléments-là qu'il faut prendre pour pouvoir coacher le Mali, tout simplement. Mais il faut qu'eux aussi ils aillent chercher, parce que comme si moi je suis médiocre à la tête de la Fédé, je ne vais pas venir te chercher si toi tu es bon, parce que tu vas montrer à tout le monde que je suis mauvais. Qu'est-ce qu'eux aussi doivent faire? Est-ce qu'eux aussi ne doivent pas aller cogner à la porte pour dire voilà, nous on est là, on veut mettre la main à la pâte? Je pense qu'ils l'ont déjà fait, après avoir eu une conversation vraiment approfondie avec Eric Schell. Lui, il voulait vraiment prendre l'équipe nationale. Après, il y a eu des dysfonctionnements entre la fédération actuelle et je ne sais pas véritablement ce qui s'est passé. Mais lui, véritablement, il est prêt à aller en équipe nationale. Parce que je crois savoir que c'est le sponsor, l'équipementier, qui paye le salaire du sélectionneur. Et l'équipementier aujourd'hui, c'est Ernest. Et s'il y a dysfonctionnement, peut-être qu'il faut poser aussi la question à Malamine Koné de Ernest. Après, ça, c'est une chose que je ne contrôle pas, donc je ne pourrais pas véritablement approfondir ce sujet-là. Mais pour revenir à ta question, il faut véritablement que le Mali pense grand. Et pour penser grand, il faut passer par les petits détails, prendre des gens compétents pour pouvoir emmener leurs pattes, pour pouvoir faire en sorte que le Mali, l'équipe nationale, évolue. Justement, on va revenir un peu dans le foot. Quand tu étais à Liverpool, il y avait une chanson qui avait été faite par les supporters portois. Tu sais la chanter? Ouais, plus ou moins. On y va, 1, 2, 3. C'était quoi? Ouais, en fait, c'était mon Sissoko, tout simple. Ça te faisait quoi d'entendre ça dans Anfield Road? Quand tu entends ça en Anfield, c'est un truc de fou. Ouais, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur et
tu as envie de te donner pour ces gens-là qui acclament ton nom, qui te donnent de la force. Et c'est vrai, mon scandé à Landeville, ça me faisait quelque chose de spécial. Quand tu pars d'où tu viens, estampillé Mali, aigle du Mali, tu arrives à Anfield, tu avais quel âge, 19, 20 ans 20 ans. Et les mecs qui chantent ton nom, et tu arrives à Bamako, changement de situation, puissance. Tu sais chanter ça ou pas? Ouais, je sais. Vas-y. Allez, puissance. Amandé, c'est la plus belle chanson, ça. Ça donne de la force. Et justement, je sais que tu n'as pas trop le temps, mais quel est ton rapport avec la communauté malienne en France? Est-ce que ça t'arrive d'aller dans des baptêmes? Ah, franchement, je ne suis pas trop dans les baptêmes ou dans les mariages. Moi, j'essaie de me faire rare tout en respectant le Mali et voilà. D'accord. Et aujourd'hui, comment tu vois le Mali? Je pense que l'avenir il est en Afrique et nous en étant maliens, il est au Mali. Voilà, j'ai la chance de beaucoup voyager, j'ai la chance de côtoyer diverses personnes, divers mondes. Et c'est vrai que pour moi, voilà, et quand je vois l'évolution du Mali, l'avenir il est là-bas. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de... Il n'y a pas, parce que l'actualité malienne aujourd'hui est un peu lourde. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'informations qu'on aurait aimé ne pas avoir. Je ne sais pas si tu suis un peu l'actualité, comment toi tu perçois ça? C'est vrai que quand tu as des choses négatives qui sont pas très bonnes pour le pays, c'est vrai que ça fait du mal ça fait mal parce que voilà, le fait qu'on parle du Mali par rapport à la guerre, par rapport à Al-Qaïda, toutes ces choses-là, c'est jamais bon à entendre. Après, il y a une réalité entre la presse et ce qui se passe là-bas. C'est deux choses complètement différentes. On est en Europe, on entend énormément de choses et quand tu appelles au Mali, ils sont même pas au courant. Eux qui sont là-bas, ils sont même pas au courant de certaines choses. Donc je pense qu'il faut se calmer sur ces choses-là et continuer à... Toi, en tout cas, tu crois en l'avenir au Mali? Là, je crois En tout cas, c'est un beau message d'espoir parce que malheureusement, on va dire, toi, Momo, comme d'autres, vous êtes les icônes des Maliens, vous êtes les icônes de la jeunesse et globalement des Maliens. Et rarement, on a des discours positifs, c'est-à-dire que des gens qui pourraient aller vivre où ils veulent, qui disent voilà, moi l'avenir c'est au Mali, c'est là-bas où je veux être. En tout cas, c'est un message positif. Et je sais qu'il y a du racisme dans le foot. Est-ce que particulièrement, parce que tu as quand même joué dans beaucoup de clubs, est-ce que tu as déjà été victime de racisme? Que ce soit pendant le jeu ou même dans tes rapports avec les dirigeants du club? Moi, je ne l'ai pas véritablement vécu, mais je sais qu'il y a énormément de racisme. Mais frontal, je ne l'ai jamais connu. C'est peut-être dû à ta taille, les gens ils ont peur. Moi, peut-être, mais... Moi, de ma taille, ils arrivent. Ouais, après, voilà, je pense que du racisme, t'en rencontres partout. Maintenant, je pense que c'est plus de l'ignorance des gens qui n'ont pas voyagé, qui fait qu'ils sont surpris de voir des gens. Et voilà, c'est ça qui fait que leur esprit n'est pas ouvert. Mais qu'est-ce que quand toi tu as l'occasion par exemple de parler à des gens qui se posent des questions, qui ne savent pas, qu'est-ce que tu peux leur dire? Bah, je leur informe que c'est pas ce qu'il y a à la télé. Parce que malheureusement les gens maintenant c'est les réseaux sociaux, c'est la télé, c'est tout ce qu'ils voient. Mais il y a une réalité qui est que quand tu es sur place, c'est pas ce qui se passe. Par exemple, moi quand je suis arrivé en Espagne, les gens ne connaissaient pas spécialement le Mali. Ils pensaient qu'au Mali tu vivais dans des arbres, que voilà, c'était comme je sais pas, le roi Lion, un truc comme ça. Après tu leur montres des images, tu leur montres qu'on n'a rien à leur envier. Donc pour moi, le fait de leur informer, le fait de leur parler de toutes ces choses-là, après inconsciemment ils vont sur les réseaux sociaux, entre guillemets, sur toutes les plateformes qui donnent des informations sur le Mali et ils voient que voilà, c'est pas la jungle quoi. Est-ce que tes enfants ils t'ont suivi dans tous tes clubs en Italie, en Angleterre, en Espagne, à Paris, etc.?
Bon, au début, ils me suivaient, mais après, c'est vrai que le fait que je voyage énormément, on a arrêté ça parce que voilà, au niveau de la scolarité, c'est jamais bon de changer toutes les années d'école, de pays, tout ça. Donc pour moi, pour leur stabilité, c'est mieux qu'ils restent à Paris et qui travaillent bien à l'école. Toi, tu parles combien de langues? Je parle 5 langues. Dans le Soniké? Dans Soniké. Soniké, ça fait 6? Soniké, ça fait 5. Soniké, ça fait 5. D'accord. Donc, Soniké, français, italien, espagnol, anglais. Anglais, c'est ça. Waouh. Et tes enfants, ils en parlent combien? Ils parlent français et Soniké, ils apprennent là. Et l'anglais. Ils apprennent Soniké. Parce qu'il y a Moussa qui va venir te poser quelques questions. Lui, il est Soniké. D'ailleurs, je ne sais pas comment vous faites, vous êtes partout. Ouais. Chaque fois que je suis dans un endroit, je me retrouve en minorité. Les Soniké, ils sont majoritaires. Et donc, quand les enfants ils sauront parler Soniké, ils vont apprendre à Moussa parce que lui aussi, il a un apprentissage. Et je vais laisser Moussa venir vous poser quelques questions et après, moi, je vais venir conclure. Ok, très bien. Bon, Hugo, ça va? Ça va très bien. Tu as été un grand footballeur. Est-ce que tu étais fan de manga comme Olivier Tom? Ouais, ça m'a beaucoup inspiré. Comme les champions, Olivier Tom, c'est des mangas qui m'ont beaucoup inspiré. Quel joueur spécialement dans la série? Olivier. T'étais pas un peu Marc Landers parce que t'as une réputation un peu brusque. Ouais, après, bon, moi je suis plus Olivier. Après, voilà. Plus Olivier. Et parmi les choix de carrière que tu as fait lorsque tu as rejoint la Juventus de Turin, c'était parce qu'il y avait des modèles qui t'ont inspiré, des joueurs qui t'avaient inspiré pour rejoindre ce club? Non, pas spécialement. Je pense que après, c'est vrai que quand tu entends des noms comme Platini, Zidane, Baggio ou Del Piero qui ont porté les couleurs de la Juventus, c'est toujours gratifiant. Après, voilà, je savais que j'arrivais dans une grande institution et voilà, pour moi, c'était un choix vraiment simple à prendre. D'accord. Et chaque fois que tu venais dans un championnat nouveau, tu prenais du temps à t'adapter ou ça venait facilement? Bah, c'est jamais évident quand tu arrives dans un club, voilà, de t'adapter à la langue, à la culture. C'est jamais évident, mais moi, bon, le fait que j'ai beaucoup voyagé, pour moi, c'était une chose simple. Après, c'est vrai que mes coéquipiers m'ont vraiment beaucoup aidé, donc pour moi, c'était un des facteurs qui a fait que mon adaptation s'est faite plus rapidement que possible. Est-ce que c'est vrai qu'il y a une culture foot qui est différente en fonction des pays, par exemple, entre l'Angleterre, on va dire qu'ils sont réputés pour un kick and rush, l'Italie pour le catenaccio, et l'Espagne pour un jeu plus offensif? Ouais, c'est des championnats complètement différents. Je pense que chaque pays a sa culture, a sa façon de jouer, et c'est vrai qu'entre les 3 championnats où j'ai pu évoluer, on peut dire il y a de ressemblances, mais c'est différent. C'est différent. Et comment tu pourrais définir le championnat de France en termes de style de jeu? Après, bon, c'est vrai qu'en France, c'est un championnat qui n'est pas équivalent à la Première Ligue, au Calcio et à la Liga. Mais c'est vraiment un championnat compétitif. Mais moi, je retiendrai plus la Première Ligue et la Serie A. Serie A. Et dans les vestiaires, comment ça se passe en cas de victoire ou de défaite? Comment tu les vivais ces moments-là? Bah, c'est vrai que quand tu gagnes, voilà, tout le monde est content. Quand les résultats sont positifs, dans le vestiaire, c'est gratifiant, tout le monde est heureux, donc le groupe vit mieux. Après, quand tu perds, il y a toujours des tensions, tout ça, mais quand tu as un bon groupe, généralement, tout au cours de l'année, tout se passe bien. Est-ce que vous êtes aussi influencé par la presse, les journalistes, ce qu'ils peuvent écrire sur vous, sur des rumeurs sur le mercato ou sur vos performances aussi? Moi, à titre personnel, ça ne me touche pas parce que je ne lis absolument pas la presse. Maintenant, voilà, il y a certains joueurs qui sont vraiment à fond sur la presse et qui voient les notes qu'on leur donne après les matchs, tout ça. Mais moi, à titre personnel, je ne regarde pas la presse, donc ça m'a, dans ma grâce, ça m'a pas touché. Et est-ce que tu as un dernier conseil à donner pour les jeunes qui voudraient être footballeurs? De travailler, de ne pas croire que c'est facile, de ne pas croire que le monde du football c'est bisounours, de donner les moyens, où qu'ils soient, que ce soit en Afrique ou en Europe, de toujours être sérieux et
d'être fier de représenter le Mali, tout simplement. D'accord. Et qu'est-ce que tu pourrais convaincre un franco-malien qui hésite entre le Mali et la France? C'est un choix c'est compliqué, parce que voilà, quand tu peux opter pour la France et tu as un avenir en équipe de France, c'est jamais évident de basculer. Après, c'est un choix que tu dois faire, c'est un choix de cœur, c'est un choix avec qui tu dois en parler à toi et ta famille. Donc c'est jamais évident de prendre ces décisions-là. Mais je pense qu'avec le nombre de joueurs franco-maliens qu'on a, en ayant une bonne gestion, en venant les convaincre d'opter pour le Mali avec des bons arguments, je pense qu'il y en a beaucoup qui pourront opter pour le Mali. Tu avais joué les Jeux Olympiques à Athènes en 2004. Comment ça s'est passé la compétition et aussi en dehors de la compétition? Franchement, je pense que c'est la meilleure compétition que j'ai pu jouer avec le Mali, parce qu'on avait vraiment un très bon groupe. On vivait bien, et en plus de ça, on a joué contre des équipes comme la Corée, l'Italie, de Pirlo, de Gilardino. On a joué, franchement, personne ne nous attendait. Quand on arrivait là-bas, les gens nous regardaient comme ça parce qu'on n'avait pas d'équipement. Et pendant la compétition, on a impressionné tout le monde. Donc pour moi, c'était la meilleure compétition que j'ai pu jouer avec le Mali. C'est vrai qu'à titre personnel, j'étais ému déjà de voir le Mali aux Jeux Olympiques, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'athlètes maliens dans les Jeux Olympiques, mais en plus dans le football. Est-ce que vous êtes aussi en relation avec les autres sportifs maliens ou les autres délégations qui sont avec les autres délégations, que ce soit le volleyball, que ce soit l'athlétisme, on allait voir beaucoup de sports. Donc voilà, c'était gratifiant pour nous et c'était une énorme chose. Déjà juste le fait de jouer les JO, pour moi c'était phénoménal. Et quel est ton meilleur souvenir de la Coupe d'Afrique des Nations? Toutes les Coupes d'Afrique que tu as disputées. Le meilleur souvenir, c'est quand on se qualifie pour les demi-finales. Pour les demi-finales. Celle de 2013 ou celle de 2013. 2013. Voilà. En tout cas, Momo, ça a été un honneur de t'avoir, ça nous a fait énormément plaisir. Et je tiens à rappeler que les grands médias ne donnent pas forcément la dimension humaine des footballeurs africains. On parle souvent des faits divers, on parle de choses qui n'ont rien à voir avec le football. Nous, ça a un intérêt pour nous de présenter les gens autrement, de parler de leur famille, de parler de leur parcours en tant qu'homme, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils n'aiment pas, de ce qu'ils peuvent apporter à la communauté, de ce qu'ils peuvent apporter au pays. Et là, Momo nous a fait montre de sa disponibilité. Et comme je l'ai dit au début de l'émission, moi je l'ai contacté, il n'a mis aucune barrière du haut de la carrière qu'il a eue. Il aurait pu me dire oui, ensuite non, ensuite oui. Et donc là, on a eu le temps de préparer cette émission, il a montré beaucoup de disponibilité. Et aujourd'hui encore, il est arrivé à l'heure du rendez-vous. C'est lui qui nous a attendu pour la mise en place. Je tiens à m'excuser auprès de Momo. Et comme le disent les Soniqués, tant pis. Tant pis, mais on doit travailler, on doit continuer. Et donc, Momo, si tu as un dernier message d'espoir à l'endroit de la jeunesse malienne aujourd'hui, je te laisse aller. Croire en ses rêves, dans ses rêves et évoluer avec la grâce de Dieu. Quand tu crois en tes rêves et quand tu persévères dans la vie, tu peux que réussir. Très bien. Merci à tous de nous avoir suivis. Donc c'était Mohamed Lamine Sissoko, dit Momo Sissoko, grand footballeur international malien, qui nous a fait l'honneur de venir ici. Merci à tout le monde et merci aussi à l'équipe technique qui est là, donc d'Erika Guiman qui est derrière la caméra. Il y a Toto Diarra qui est au live tweet, qui est en train de tweeter tout ce qui est dit ici. Il y a Moussa que vous avez vu ici. Merci à l'AMIE de nous avoir reçus. Merci à tous les abonnés et à la prochaine. Merci. Merci.